Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans titre, aujourd'hui enregistré à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous sommes ravis d'accueillir l'autrice et dessinatrice de bande dessinée, Pénélope Bagieux. Bonne écoute. Bonjour, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben non, merci de m'avoir invité. Alors, moi, je vais commencer par une petite bafouille pour te présenter. Et puis, t'hésites pas à me dire que je raconte des bêtises. Donc, Pénélope, tu es autrice et dessinatrice de bande dessinée, diplômée des Arts Déco de Paris et du College of Art and Design de Londres. Ton travail, toujours empreint d'humour, est éminemment féministe et articule ses personnages autour de thématiques contemporaines, sociales et environnementales. Le public te rencontre à travers ton blog de BD intitulé Ma vie est tout à fait fascinante, ainsi qu'avec le court-métrage d'animation Fini de rire. Tu crées ensuite le personnage de Joséphine pour le magazine Femina, qui donnera naissance à 3 tomes entre 2008 et 2010. Par la suite, tu continues de marquer le monde de la bande dessinée avec plusieurs créations majeures. Sans chercher à être exhaustif, on peut citer Kadavreski, La Page Blanche avec Boulet, Stars of the Stars avec John Sfar, bien évidemment les 2 tomes de Culotté, Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, en 2016 et 2017, qui est également adapté en série animée pour France 5. Ton travail reçoit le succès du public comme des critiques. Tu es lauréate de nombreux prix. On peut citer pêle-mêle le prix SNCF du Festival d'Angoulême, prix de BD du meilleur album d'humour, prix Esner, prix Harvey du meilleur livre européen, etc. Enfin, je terminerai avec 2 publications plus récentes, Sacrée sorcière, une adaptation du livre de Roald Dahl, et L'Estrate en 2021, un journal intime organisé en plusieurs petites histoires. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des toutes récentes publications dont je n'aurais pas eu vent? Pas du tout. Non, pas d'actu. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur tes études et ta formation et voir un petit peu l'importance que ça a eu après dans ton parcours professionnel? Donc, ok. On parle de l'école les Arts Déco de Paris et College of Art and Design. Alors ça, j'ai vraiment passé 3 mois en Erasmus. Ah d'accord. Aïe. Ouais. Ah. D'accord. C'était super, mais je suis pas du tout diplômée de là-bas. J'ai vraiment passé 3 mois en Erasmus. Écoute, 3 mois très intenses qui comptent triple, mais ça reste quand même 3 mois. D'accord, ok. Ouais. Et oui, alors donc l'importance des Arts Déco dans ton parcours. Comment tu commences et comment t'en arrives Ouais, puis quand tu vas là-bas, est-ce que t'as déjà un plan dans la tête? Est-ce que tu sais déjà ce que t'en attends, ce que tu vas en faire? Être autrice, dessinatrice de BD, c'est déjà, avant d'entrer là-dedans, un truc dont tu sais que tu vas chercher ça ou pas du tout? Enfin voilà, juste comment ça se passe. C'est vraiment beaucoup de questions en une. Ouais. Alors, donc j'ai fait un bac général et après ça j'ai fait une année de prépa et je pensais rentrer aux Arts Déco direct après mon année de prépa parce que j'avais quand même un assez gros melon après le bac, il faut le dire, comme la plupart des gens qui dessinent bien et qui sont dans un environnement où personne d'autre ne dessine. Ils ont l'impression qu'ils sont uniques et moi je pensais que vraiment j'étais la seule à bien dessiner et donc c'était mon appel et ça allait forcément se passer comme sur des roulettes et pas du tout. Et en fait j'ai passé plusieurs concours cette année-là après la prépa et je les ai tous foirés. Voilà. Et donc j'étais un peu désespérée et j'ai retenté les Arts Déco l'année d'après et cette fois je l'ai eu. Donc j'étais contente. C'était la fin de... Enfin non, c'était pas du tout la fin de la spirale de la loose, parce qu'après j'ai aussi foiré pas mal de trucs aux Arts Déco, mais voilà. Et je savais pas du tout ce que je voulais y faire, mais j'avais été voir des portes ouvertes de plein d'écoles d'art. Ouais. Et j'avais compris un peu entre les lignes que c'était l'école qui permettait de pas savoir ce qu'on voulait faire, ce qui me correspondait assez. C'est-à-dire je savais qu'on y faisait plein de trucs et qu'on se spécialisait un petit peu plus chaque année, mais qu'on n'était pas obligé d'arriver en disant ok, je vais être ok, je vais faire du textile. En fait, non, parce que ça, j'en savais rien du tout. Je pensais à l'époque vouloir être, je sais même plus. Je pense que j'avais entendu le mot communication visuelle et je savais pas bien ce que ça voulait dire, mais je trouvais que c'était stylé et je me disais, je crois que je vais faire de la communication visuelle. Et voilà, je savais pas trop. Et l'avantage des Arts Déco, qui à l'époque durait 4 ans, maintenant on dure 5, c'est qu'on pouvait faire plein de trucs. Donc je m'étais dit, super, et puis comme ça on verra. Mais je savais quand même que moi j'aimais bien en dessiner, raconter des histoires, et que j'avais déjà
un peu pressenti que j'étais plutôt pas trop travail en équipe. Voilà, ça j'avais déjà un petit feeling du fait que j'aimais bien être toute seule. Donc tout ça en fait criait déjà bande dessinée très fort, mais bon, je me rendais pas trop compte. Et donc là-bas, je me suis spécialisée en cinéma d'animation. Ce qui permet de dessiner, de raconter des histoires, mais pas tellement d'être tout seul, puisque c'est vraiment pour le coup du travail d'équipe. Mais c'était une super formation en dessin, en tout cas, et en narration, en plein de trucs. Ça m'a été vraiment hyper utile pour la suite. Mais voilà. Donc, ce que j'en retiens des Arts Déco, c'est que moi, c'est une école que j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas du tout cracher dans la soupe. Je trouve que c'est une super école. Je sais pas ce qu'elle est devenue trop depuis, j'avoue, mais quand moi j'y étais, donc j'étais diplômée en 2006. Ça permettait de faire vraiment effectivement plein de trucs parce que j'ai fait du bois, de la résine, du métal, du textile, de la peinture. J'ai tiré mes photos parce qu'il y a un très grand labo photo aussi. Enfin, c'est des choses que jamais de la vie j'aurais refait après. Il y avait un étage entier d'atelier sérigraphie, donc quand même plutôt cool comme un peu, il y a un côté un peu centre aéré artistique quoi, qui est assez cool. C'est gratuit, comme l'argument majeur des Arts Déco, parce que c'est une école gratuite. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais moi il y avait même un budget pour les fournitures quand on avait besoin de trucs pour faire un projet. L'école nous faisait un bon qu'on apportait dans une boutique d'art et on avait le matériel gratuit. Donc voilà, quand on sait que les écoles d'art ça coûte normalement 1 tonne et que en plus le matériel coûte aussi 1 tonne, c'est quand même cool. C'est sûr. Et les profs étaient... Bon, il y avait de tout, hein. Il y avait des profs cool et des profs moins cool, mais il y a un truc qu'on m'a forcé à faire là-bas et qui est devenu une habitude, c'est me nourrir un peu des choses qui n'étaient pas exactement dans mon domaine précis. Par exemple, j'avais un cours où j'étais obligée d'aller voir des expos et de faire des comptes rendus en dessin en 1 page de toutes les expos que je voyais. Ce qui en fait est une façon hyper maligne de synthétiser du travail et il fallait en trouver toutes les semaines. Donc une fois qu'on a vu les 2 expos du Centre Pompidou, il faut aller chercher un peu plus loin et du coup ça m'a obligée à vraiment aller voir des trucs et c'est des expos dont j'ai des souvenirs visuels hyper précis puisque j'ai redessiné des œuvres donc en fait c'était quand même une bonne technique. Et l'autre truc que je trouvais pas mal au niveau de l'approche en histoire de l'art, c'était les thématiques des modules qu'on prenait. Moi j'ai pris au pif des trucs en me disant que ça m'intéressait pas plus que ça et c'était à chaque fois raconté par des gens qui étaient vraiment passionnés et ça m'a ouvert à plein de choses que j'aurais pas connues sinon, sachant que j'ai pas une très grosse culture artistique à la base quoi. Je pense que vraiment dans ta famille pas du tout. Enfin ma famille on aime bien les livres avec des beaux dessins, ça c'est clair, mais pour ce qui est de l'histoire de l'art, j'ai bachoté l'histoire de l'art avant le concours des Arts Déco, je savais rien du tout. Tu passais pas déjà ta vie dans les musées non, je mettais même pas un pied. Voilà, ça c'est vraiment un truc par exemple qui m'a été donné par ma formation. C'est aimer aller voir des expos, ça c'est 100% merci les Arts Déco, donc c'est cool. Et quand tu sors des Arts Déco, t'as déjà le plan là, t'as réussi à dessiner un petit peu ce que tu voulais faire de ta vie ou tu sais toujours pas trop Pas du tout. Non, évidemment toujours pas. Et la dernière année, donc la dernière année des Arts Déco, j'imagine que c'est comme ça dans pas mal d'écoles, on fait un projet personnel pendant 1 an. Selon sa spécialité. Et donc moi, c'était un court-métrage d'animation. Et on est un peu tout seul, quoi. On est un peu livré à soi-même et on voit les profs pour faire un suivi de projet 1 fois par semaine, mais voilà. Et à partir de la moitié de l'année, moi, le sujet de tous mes entretiens avec mes suiveurs de projet, c'était qu'est-ce que je vais faire comme métier, comment je vais gagner ma vie, quoi. C'est-à-dire que je sentais un peu le coup près se rapprocher. C'était génial de passer 4 ans à faire de la patouille et du pastel gras, mais je me disais qu'à un moment il va falloir payer mon loyer et personne n'avait de réponse, quoi. C'est-à-dire quand je disais mais du coup j'apprends quoi comme métier en fait, je vais faire quoi exactement, et il me disait ça peut être plein de choses. D'accord, ça peut être plein de choses, mais du coup, comment je fais, par exemple, gagner de l'argent? Et j'étais hyper angoissée par ça, mais vraiment très angoissée par ça. Et en fait, du coup, j'ai pas trop compté sur l'école pour que ça me trouve du travail. Et j'ai commencé à faire de l'illustration, en fait, avant même la fin de... Avant d'aller soutenir mon mémoire. Dans quel contexte? Dans quel contexte j'ai fait de l'illustration? Ouais. Tu commençais avec des clients Alors, j'ai cherché agent d'illustrateur sur Google. Et je suis allée voir le premier qui m'a envoyé chier. Je suis allée voir le deuxième qui m'a envoyé chier aussi.
On les embrasse. Et après, la troisième, elle a bien voulu me voir. Des noms peut-être, parce que nous, on aimerait avoir du buzz. Et si possible, dire du mal des gens, on a remarqué que ça marche. Ça, c'est un sacré pavé dans la main. Mais je pense que les illustrateurs peut-être devinent de qui je parle. C'est un agent d'illustrateur qui est pas réputé pour être très très sympa. Ah oui, d'accord. Mais bon, voilà. Et il m'avait vraiment bien envoyé chier. Et la troisième personne que j'ai appelée, elle m'a dit, ça a l'air très bien ce que tu fais, mais je crois que tu es un peu jeune. C'est-à-dire, ça se sent en fait que tu es vraiment à l'école. C'est très joli. Tu m'as montré une planche de perspective. C'est très joli. Mais c'est pas comme ça que tu vas. Et elle m'avait dit, il faudrait que c'est malheureux, mais il faudrait que tu aies déjà du travail pour que je puisse te représenter. Donc, ce qui serait super, c'est que tu aies un boulot, quoi. Donc, de la presse, ce que tu veux, mais trouve un boulot et après je peux te faire bosser. Et du coup, je suis allée faire du porte-à-porte dans tous les magazines avec un book papier. Ouais. C'est une anecdote bien vintage que je vous raconte. C'est vrai, effectivement. En allant tout simplement à l'accueil des magazines. Vraiment à l'accueil en disant bonjour, je voudrais rencontrer les directeurs artistiques. Voilà, c'était déjà pas comme ça que ça se faisait à l'époque. Oui, parce que là, on revient sur Edmond Baudouin qui part de Nice pour remonter sur Paris avec sa farde pleine de dessins. Voilà, c'est ça. Alors, rencontre des magazines. Edmond, c'est probablement une anecdote des années 60 qu'ils nous racontent. Oui, c'est pas si lointain, malheureusement. Et donc, à l'accueil, les dames de l'accueil me disaient, mais madame, c'est pas comme ça qu'on prospecte. Bon, bref, ça n'a pas marché trop. Et vraiment, ils me disaient tous quand même à l'unisson que ça marche. Soit ils me disaient, c'est bien, mais on a déjà beaucoup de gens. Soit ils me disaient non. Et puis au bout d'un moment, cet agent m'a dit, bon, écoute, allez, je vais essayer de te mettre quand même sur des petits boulots. On va trouver un truc. Fais un book. Ça, c'est un bon conseil qu'elle m'a donné, que je transmets. C'est fais-toi un book avec du faux vrai travail dedans. Ouais. C'est-à-dire montre pas des trucs artistiques et tout, c'est super, on adore, t'as une très jolie personnalité, mais fais plutôt des faux trucs comme si c'était du vrai travail. Illustre pour de faux un article, fais une fausse campagne de pub pour un truc qui existe déjà, pour que les gens arrivent à se projeter, puisque c'est parfois un peu le problème des gens qui décident de donner du travail, c'est qu'ils ont du mal à se projeter. Et donc j'ai fait des faux trucs et ça a marché. Et du coup, le premier boulot qu'elle m'a trouvé était une campagne d'affichage national pour une banque où j'ai fait genre 4 dessins et c'était partout pendant des mois. C'était formidable. C'est trop bien, en vrai, comme première. Et surtout que c'était très dans le vrai parce que c'était avec des réunions à l'agence, avec les créatifs, avec le client et tout ça. Donc c'était directement bim bam boum. C'est fini l'école, quoi. Là, on rigole plus. Toi, justement, à travers l'école, t'avais eu aucun prémisse et apprentissage de justement ce boulot-là avec les autres corps de métier et puis moi, comment je trouve mon rôle là-dedans. Non, pas du tout. Donc ça a été un apprentissage vraiment en plein feu, en direct. Alors peut-être que c'est aussi parce que j'ai pas joué le jeu dans le sens où j'ai pas travaillé exactement dans le domaine pour lequel j'avais été formée. J'imagine que si je pose la question aux gens qui étaient avec moi en anime, on nous avait peut-être un peu plus aiguillés vers ça. Mais non, c'est sûr que c'était tout d'un coup très réel et puis surtout très bienvenue dans la vie de freelance direct puisque moi j'étais émerveillée d'être payée pour dessiner. J'en revenais pas, je trouvais que je le suis toujours, hein, c'est vraiment super. Mais en même temps aussi très inquiète de me dire, du coup on m'a payé une fois, mais alors après comment je vais faire pour continuer à gagner ma vie. Et elle m'avait dit oui, ça il faut apprendre à gérer l'angoisse du freelance. C'est que parfois tu n'auras pas de travail pendant 6 mois, donc il faut quand même commencer à te mettre à l'aise avec cette idée là. Et je l'étais pas du tout parce que après c'est aussi parce que moi j'ai toute ma vie connu que des gens dans ma famille qui faisaient des vrais métiers avec un bureau et des horaires, donc du coup le côté ok, pas d'inquiétude, mon téléphone ne sonne pas, mais c'est pas grave. C'était hyper stressant. Et elle m'avait dit, il faut que tout le temps pendant lequel tu travailles pas, tu le consacres à refaire ton book, démarcher, enfin, tous ces trucs-là, en fait. Faire ta compta, te taper. Et c'est ce que t'as fait? C'est ce que j'ai fait. Ouais. À l'époque, j'avais un boulot alimentaire dans une galerie, qui vendait des meubles de design, bon, bref. Et je passais mes journées là-bas. Et je m'occupais de mon book et tout ça le soir. Et elle m'avait dit, en fait, si tu veux que ça marche, il va falloir que tu fasses un peu un saut dans le vide. Et je sais que c'est facile de dire ça, mais elle m'a dit, il faut que tu consacres vraiment ton temps à ça, en fait. Ça va prendre beaucoup plus de temps si tu travailles, si tu fais de l'illustration 2 heures le soir après ta journée de taf, en fait. Il faut que tu tentes le coup pour de vrai. Et donc, je m'étais dit, ok, je me donne 1 an. En le faisant vraiment à fond. Et si dans 1 an, j'arrive pas à vivre de ça, je ferai autre chose. Et pendant 1 an, voilà, j'avais acheté au salon de l'illustration de Montreuil, j'avais acheté l'annuaire
Il y a un petit annuaire où on peut acheter, où il y a les coordonnées des DA de toutes les maisons d'édition, tous les magazines. Et vraiment, je m'étais dit, OK, pendant un an, je donne tout, quoi. Et puis, si, avec ça, c'est toujours sachant que mes ambitions financières n'étaient pas non plus le feu. Hein. Je me disais, payer mon loyer, en fait. Ouais. Si je paye mon loyer, ce sera déjà formidable. Et voilà. Ok. J'ai payé mon loyer, voilà, spoiler. Donc, du coup, je me suis dit, cool, j'ai plus eu besoin de retourner bosser dans une galerie. Et alors, du coup, oui, c'est ça. Une fois que tu as fait ce choix de me dire pendant un an, je me consacre à ça, tu as fait que ça. J'ai fait que ça, ouais. Et ça a rencontré le succès, en tout cas dans ce circuit-là. Dans l'illustration, ouais, carrément. Ça, c'est vrai que ça. Surtout que j'avais un truc qui était un peu dans l'air du temps. C'était aussi une époque aussi, il faut le dire, où il y avait beaucoup de boulot en illustration dans la pub, ce qui est, je pense, beaucoup moins le cas maintenant. J'ai l'impression de vachement moins voir d'illustration dans les pubs maintenant, mais à l'époque, c'était un peu cool en fait d'avoir de l'illustration. Donc il y avait aussi du budget. Je pense que globalement, il y a aussi moins de fric dans la pub tout court, mais voilà. Donc ça, c'était pas mal. Et en parallèle de ça, je faisais aussi de la presse encore, pas mal. Et un magazine donc pour lequel je bossais justement m'a commandé une BD. Donc c'était Joséphine. J'ai commencé à faire une BD hebdo comme une commande pour un magazine, quoi. Et c'est ça qui a fait qu'en fait j'ai fait de la BD. Et qu'après j'ai pu petit à petit basculer de la pub à plus la pub. Mais quand il demande ça, c'est Femina, c'est ça? Ouais. Toi, tu fais déjà ton blog à ce moment-là? Solo? C'est un peu concomitant, en fait. C'était un peu en même temps. Eux, ils me connaissaient parce que je bossais pour eux comme illustratrice. En fait, j'illustrais genre l'horoscope, les trucs comme ça. Et leur contrat avec la personne qui faisait leur BD hebdo se terminait. C'était septembre, quoi. Donc, ils m'ont dit, hey, tu voudrais pas reprendre le flambeau et faire une BD? Il faut juste que tu inventes un personnage et que tu fasses une planche par semaine, quoi. Et je me suis dit que ça avait l'air hyper dur, mais que ça devait être quand même vraiment marrant et un peu quand même en creux. Plus marrant que ce que je faisais au quotidien. Donc, voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment trop cool de faire de la BD et comme on en a fait un livre après et qu'il a suffisamment bien marché pour que j'en fasse un deuxième, et ben, voilà. C'était un peu comme ça que ça arrive. Donc c'est un peu comme ça que le pied à l'étrier en fait s'est mis à travers finalement une suggestion, en tout cas une proposition du magazine. Oui, un peu plus qu'une proposition parce que j'ai commencé par refuser en disant que j'y arriverais pas. Donc c'était super sympa de me proposer mais que j'y arriverais pas, donc c'était pas la peine. Et notamment parce que je leur ai dit, je pense que je sais pas écrire une histoire, donc c'est pas la peine. Ou alors il faudrait trouver quelqu'un qui écrive les histoires et moi je ferais seulement les dessins. Et la directrice artistique que j'adore, c'est vraiment une femme super, m'avait dit, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye. Genre pendant 3 semaines, 1 mois, et si on voit que vraiment tu n'y arrives pas, on laisse tomber. Et évidemment, j'ai réussi. Mais à l'époque, je me disais qu'ils allaient me virer au bout d'1 mois, quoi. Voilà. D'accord. Toi, t'habites Paris. Est-ce que dans ton écosystème, c'est important que tu habites Paris? Quand je démarrais, alors, c'était avant les réseaux sociaux. Je pense que ça a quand même vachement changé la donne. Ne pas être là, c'était compliqué parce que, par exemple, un peu déjà pour ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il fallait aller les voir en vrai, les gens, avec un bout de papier. Et j'imagine que si ça avait dû rentrer dans mon calcul de temps et de budget, de me dire, il faudrait que j'aille 3 jours à Paris parce que clairement, tout était là. La plupart des magazines auxquels je pense, en tout cas, c'était là. Donc, être là, c'était utile. Il y a une petite part de mondanité, je pense, quand même, d'aller à des vernissages, de montrer un peu ta tête, ce qui est plus du tout obligatoire au bout d'un moment. Mais au début, il faut que les gens te voient, je pense, un peu. Tu sens que c'est plus nécessaire pour toi? Maintenant? Ouais. Ou peut-être ça m'arrange de me dire que c'est plus nécessaire parce que ça me fait trop chier et que du coup je suis super contente de pas sortir de chez moi et vivre en pyjama. Mais par exemple, à un moment, je suis partie de Paris pendant 4 ans et j'avais hyper peur que ça me coupe de plein de trucs. Et en fait, à part un énorme FOMO de me dire à chaque fois, et voilà, je rate tout. Mais la réalité, c'est que les gens, en fait, après, ça dépend aussi, je pense, de où t'en es dans ta carrière. Mais moi, je créais les occasions, c'est-à-dire, je disais, je serai là du temps au temps. Si vous avez envie qu'on se voit, c'est maintenant. Puis tu crées un peu le truc, et quand je ratais des choses, c'était plus, c'était plus psychologiquement, c'était dur parce que je me disais que je ratais tout et que c'était nul, quoi. Mais je pense pas que ça m'ait coupé des trucs. Mais au début, au début, j'avais l'impression que parfois, par exemple, je me souviens d'une anecdote.
mais bon, qui est pas lié à la distance, mais on m'a proposé de faire une illustration pour un mag, genre un truc vraiment Figaro, quoi. Et j'avais eu le message, alors que c'était la première fois que je partais en vacances depuis je sais pas combien de temps. Et en plus, c'était pas les vacances de fou, enfin, j'étais en vacances genre avec ma mère. Et je me souviens que j'avais pleuré quand j'avais eu le message parce que j'avais dit, mais là, je peux pas, mais dans une semaine, il m'avait dit, c'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Et je me disais, mais il y aura pas de prochaine fois, je sais très bien. Si je dis non à des trucs. Et vraiment, j'en avais pleuré toute la soirée. J'avais dit à ma mère, mais en fait, je devrais jamais partir en vacances parce que il faut que je sois toujours sur le pont auquel on a besoin de moi. Ce qui rend fou, mais bon, qui est le truc qui est aussi la vie un peu étrange des freelances, qui est qu'il n'y a pas de moment off. Il n'y a pas, en fait. Et quand les gens disent, ah ouais, ça m'embête parce qu'on en avait vraiment besoin pour lundi et qu'on est vendredi soir et qu'on dit, bah, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Et qu'en fait, on s'arrête jamais de bosser. Donc, ça, c'est être au bon endroit, être tout le temps dispo. C'est aussi. Ça, tu le vis encore, ça? Bon, maintenant, je travaille plus trop avec des gens. Ouais, parce que je me dis, j'ai l'impression que Balek aujourd'hui pour toi, ouais. J'ai l'impression que tu peux donner plus tes conditions, dire plus que c'est ton agenda à toi qui va maîtriser ces problématiques-là. Hein, je me trompe? Oui. Tu te trompes pas, non. Simplement, il y a aussi un truc encore plus large, c'est que je travaille plus avec des gens. Ouais. En fait, c'est que je fais quasiment plus jamais de descente de commande. Les seules personnes qui sont en contact avec moi, c'est mon éditeur et les gens de ma maison d'édition. Et les échanges qu'on a, c'est qu'ils me disent qu'est-ce que tu fous, quoi. Donc. Alors ça, du coup, ça saute 25 questions, mais comment ça se passe le rapport avec l'éditeur? Très bien. T'as toujours le même? Oui. Depuis le début? Depuis pas le début, non. Depuis 2010. D'accord. Donc quasiment le début. Ouais. Oui, j'ai tout le temps le même. Et j'ai non seulement les mêmes maisons d'édition, mais la même personne qui est mon éditeur. Quoi. Okay. Donc, oui, donc il y a un vrai lien de confiance qui s'est tissé au fur et à mesure des années, etc. Oui, carrément. Et puis, un lien au-delà de la confiance, il y a une rapidité, une facilité de travail qui est que... moi, je vois toujours ça. Je vois toujours le bon éditeur comme quelqu'un qui... Alors, c'est toujours une image qui me vient à l'esprit. Bon, vous voyez dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, le docteur Finkelstein, quand il veut créer son double qui sera vraiment parfait, il ouvre son crâne, il coupe une moitié de son cerveau, il le met dans le crâne de quelqu'un d'autre, il dit, ah, là, on se comprend. Et je pense qu'un bon binôme de boulot, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui sait où tu vas, même quand toi, tu le sais pas trop. Tu vois, c'est que tu commences à raconter un peu un truc. Il peut te dire, ouais, mais je pense que non, en fait, je sais ce que tu essayes de faire et là, c'est pas comme ça que tu es arrivé. Et l'expérience fait que tu dis, je pense qu'il sait, et tu peux même te dire, je pense qu'il sait mieux que moi, ce qui est rare que je dise ça de qui que ce soit. Mais une bonne vision globale sur ton travail, sur ce que tu es en train de faire, ce que tu as déjà fait, et puis qui peut t'accompagner. C'est ça. Et du coup, ce regard-là, il intervient à quel moment dans ton processus créatif? Ça arrive au moment où tu pitches une idée, au moment où tu commences à dessiner quelque chose, tu as 2 pages. Est-ce que, par exemple, il peut te dire, dès le début de l'idée, il peut dire non. C'est la merde. Ouais. Ça va pas. Non, peut-être qu'il le fait, mais il le fait si subtilement que je m'en suis jamais rendu compte. Non, en fait, moi, je travaille quand même moi, je suis une artiste, hein, j'ai des pics, j'ai des up et down, mais ça vient quand même souvent d'une obsession, d'un truc où je me mets à lire plein de bouquins sur un sujet, à être complètement monomaniaque avec un truc. Et donc, comme on se voit en fait, souvent pour pas travailler, mais genre pour déjeuner ou se prendre un café. Donc évidemment, je le saoule avec mes sujets du moment. Donc il y a quand même un petit peu l'occasion de les voir venir, les trucs en général. C'est que quand ça fait 4 fois que je lui parle un truc où je peux parler que de ça, et il se dit, j'ai l'impression que tu as envie de faire un livre dessus. Et après, par des questions, en fait, il m'amène à me demander quelle forme ça pourrait prendre, etc. Et ce que je lui demande, c'est pas tant de me dire si c'est une bonne idée ou pas, parce que j'arrive jamais à savoir si c'est un truc de gros ego ou de flair, mais en général, je trouve que mes idées, elles sont bonnes, quoi. C'est que je serais hyper étonnée qu'ils me disent « Oh, très mauvaise idée pour un livre », tu vois, donc voilà. En revanche, lui, ce qu'il peut me dire, c'est « On comprend pas, tu vois, t'es toute seule, là, et vraiment, t'as l'impression que c'est limpide et tout, mais moi, je vois ce que tu fais, et je pense que c'est pas... Je vois ce que t'as dans ta tête, je vois... Pour le coup, une BD, c'est vraiment une histoire qu'on a dans la tête, c'est une mise en scène, et la difficulté, c'est réussir à faire que les autres gens puissent le comprendre aussi, et qu'ils le comprennent avec le même déroulé, le même rythme, qu'ils comprennent qui sont les personnages. Et on a peu de scènes,
pour le raconter. On n'a pas beaucoup on n'a pas d'acteurs, on n'a que soi. Mais moi, c'est très clair dans ma tête et j'essaye que les gens qui lisent soient au plus proche de l'histoire que moi j'avais dans la tête. Alors, j'imagine que c'est le cas aussi des gens qui font des films. Mais donc lui, en général, il a à peu près bien compris l'histoire que j'ai dans la tête, mais il reste un regard extérieur. Et donc, il peut me dire, dans telle scène, je sais que tu penses qu'on comprend en sous-texte, que nanan, mais crois-moi, on comprend pas, par exemple. Ça, j'ai besoin de lui pour ça, par exemple. Et je me dirais pas, oui, mais c'est parce que lui, il est con. C'est pour ça. Je me dis, non, si lui, il me dit qu'on comprend pas, c'est qu'on comprend pas. Mais c'est parce que 15 ans de travail ensemble font que je sais qui c'est. Voilà. C'est un avis que j'accepterais pas forcément de quelqu'un de nouveau aujourd'hui. De grand monde, à part... c'est-à-dire que si ma première réaction, quand on me dit qu'un truc est pas génial dans ce que j'ai fait, c'est de me dire que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que j'ai quand même... toujours un peu ce petit problème de certitude qui est que je me dis mais non mais c'est parce qu'il est con, alors que il y a quelques personnes quand ils me disent comprends pas, je me dis bon bah c'est peut-être vrai, on comprend pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Marcel? Ben non mais il faut avoir des certitudes parce que c'est dur de créer, sinon si à chaque fois quelqu'un me dit pas ouf, je me dis il a raison, c'est pas ouf. Donc non, de toute façon ça encore un petit conseil un peu de Père Castor, mais franchement, bien choisir la quantité de gens à qui on montre son travail quand il n'est pas fini, en fait. Parce que les gens, sans le vouloir, ils peuvent avoir vraiment un pouvoir de destruction totale sur une idée pas aboutie par un mot maladroit. Oui, tout à fait. Donc, mais d'ailleurs, je reviens au début de ta relation avec cet éditeur. C'est comment ça s'est fait, pourquoi lui plus qu'un autre? Ou elle, d'ailleurs, je sais pas. C'est lui. Parce que... Est-ce que tu avais déjà eu des contacts avec d'autres et tu t'es dit un peu comme quand tu choisis un bon psy, non, celle-ci ne me comprend pas, c'est pas le bon, ainsi de suite, ou est-ce que c'est vraiment le premier et puis en fait, coup de bol, c'est génial et ça fait 15 ans que ça dure? C'est pas le premier. J'ai eu une expérience malheureuse avant. J'ai eu un éditeur filou, voilà, tout simplement, qui n'était pas très honnête sur l'argent. C'était mon premier éditeur. Mais quand on dit pas honnête, il était vraiment pas honnête du tout. D'ailleurs, il n'est pas qu'avec moi, il était pas honnête avec la plupart des auteurs. Et du coup, il a aussi mis la clé sous la porte parce que, voilà, donc on était assez nombreuses en l'occurrence, à dire, c'est bizarre, il paye jamais. Donc lui, ça n'a pas duré. Et ensuite, un autre éditeur a racheté mon catalogue qui était chez lui. Delcourt, en l'occurrence, a racheté par exemple les 3 tomes de Joséphine. Et alors que j'étais dans le train pour revenir du festival d'Angoulême, j'ai rencontré Johan Sfar dans le train, qui m'a proposé qu'on fasse une BD. Il était directeur de collection chez Gallimard. Et donc il m'a dit, est-ce que tu voudrais faire une BD dans ma collection chez Gallimard? Et c'est comme ça que j'ai fait une BD chez Gallimard et qu'après, je me suis dit, au début un peu par flemme, enfin pas par flemme, mais en me disant pourquoi pas, en fait c'est cool. Et maintenant, avec le temps et avec ce que j'entends de toute façon de travailler chez d'autres éditeurs et éditrices, je me dis que vraiment... j'y suis très bien et qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose de vraiment pas sympa pour que je me casse. Parce que c'est quand même... c'est pas déjà. La chose la plus importante, c'est que j'ai une liberté totale. Bon, ça, c'est super. Et que, par exemple, à un moment, j'hésitais entre plusieurs projets que j'avais envie de faire. Il y en avait un qui serait rapide à faire et qui, a priori, était assez efficace et marcherait bien. Un qui était une adaptation d'un scénario que quelqu'un d'autre m'écrivait, qui était un auteur connu. Donc, c'était sûr qu'au moins, il y aurait un petit effet d'annonce qui ferait que ça marchait. Et il y avait un 3e projet que j'avais depuis hyper longtemps dans ma tête. C'était faire une BD de 300 pages au crayon à papier, voilà, sur une chanteuse. Et mon éditeur m'a dit, mais c'est celui-là qu'il faut que tu fasses. Parce qu'en fait, c'est celui-là que tu as le plus envie de faire et que ça va être génial, en fait. Il faut que tu fasses ça. Et je m'étais dit, il est pas mal quand même. Parce que pour me pousser à faire le truc le plus casse-gueule, en se disant que c'était ce qui me ferait le plus plaisir, c'est quand même bien. Voilà. Je suis toute gênée de dire du bien comme ça dans l'éditeur. Je pense aussi plein de mal. J'espère bien. Bah oui, je suis pas là que pour dire des gentillesses. Non, mais d'abord, je dis trop de bien des Arts Déco et après de Gallimard, parce que je suis corporate. Et puis, mais par contre, t'as dit du mal des gens qui donnaient leur avis. Ça, c'est vrai. Non, ils ont raison de le faire. Après, il faut apprendre à pas écouter trop. Parce que moi, j'ai le fameux livre que j'ai fait dans la collection de Johan Sfar, donc qui s'appelle Cadavre exquis, qui est ma première BD vraiment avec une histoire. Moi, vraiment, j'étais pétrifiée de trouille d'écrire une histoire en me disant qu'il y avait une espèce de science de l'écriture que moi je maîtrisais pas, que j'étais pas du tout à ma place là-dedans. Et donc, vraiment, j'ai commencé à faire ma petite histoire dans mon coin et je l'ai refaite 40 fois. Et la première personne à qui j'ai raconté les bribes de l'histoire, c'est mon meilleur pote d'enfance et qui m'a dit que c'était pas ouf.
Et vraiment, il m'a dit ça en plus sur l'enfance à vaisselle. Il m'a fait, ah ouais, je sais pas, c'est pas dingue, mais. Et vraiment, je m'en souviens encore déjà, 15 ans après. Et je pense que pour lui, c'était next, quoi. Et sinon, passe-moi le sel. Alors que moi, c'était, super, merci. 6 mois que j'avais ce truc dans ma tête, tu viens de détruire ma vie. Donc, il faut faire attention aux gens à qui on parle de son travail et au moment. Moi, je pense que globalement, faut pas donner son avis sur le travail si on n'a pas été invité vraiment. Ouais. D'ailleurs, c'est pareil sur les podcasts. On n'est pas obligé de donner son avis. Gardez vos étoiles. Franchement. Je sais pas, parce que des fois, quand t'es tout seul, moi, je suis tout seul, vraiment solo en tant que graphiste. Et des fois, un peu de recul, ça fait du bien. Des encouragements, ça fait du bien aussi. Ça, ouais. Parce que quand toi, tu crois pas toi-même à ce que tu vas faire, enfin, tu sais, t'es un peu là, tu crois envie de faire un truc, mais bon, tu soldes un peu avant même d'avoir fait le truc, la production, en te disant que de toute manière, ça allait servir à rien, que ça allait être vu par personne et que ça allait être de la merde. Avoir des fois une personne qui te dit, non, si, vas-y. Mais tu trouves pas qu'Instagram, ça peut être cool. Pour moi, ça sert à ça. C'est dans les moments où tu te dis, c'est pas un peu moche mon truc, et tu montres aux gens, les gens ils font, c'est trop beau, bravo. Ouais, Alors, il faut que les gens réagissent. On est quand même sur des communes Instagram. Oui, d'accord. Oui. Comment dire, faible, n'hésitez pas à vous abonner. Non, bien sûr. Mais je trouve que les artistes qui commencent aujourd'hui doivent se sentir 1000 fois moins seuls, quand même, qu'il y a 10 ans. J'ai l'impression que c'est aussi un truc de l'illustration et de la BD, parce que là, t'étais la 3e autrice qu'on a en invité, et les réseaux sociaux ont pas du tout la même importance. Comment apparaît un sujet de travail pour toi? Est-ce que tu as une méthodologie? Quand l'idée arrive, tu racontais que tu en parlais avec ton éditeur, mais est-ce que comment tu creuses les sujets que tu abordes? Je les creuse pas particulièrement, je les laisse vivre dans ma tête pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que à un moment, en fait, s'ils meurent pas tout seuls au bout de quelques mois, c'est que voilà, il faut. Parce que des mono-obsessions qui me durent 2 semaines, j'en ai vraiment 50 millions. Et où je vais faire des vortex d'enchaînement de pages wiki, de trucs, et en fait au bout d'un moment je me réveille un matin, je me dis c'est vraiment de la merde comme idée, voilà. Bon, c'est fini, next, on passe à autre chose. Alors que quand ça fait vraiment longtemps que comme petite boule de neige, elle se polit, elle devient de plus en plus ronde et puis grosse, et que je me dis mais quand même il y a un truc, j'arrête pas d'y penser encore, et je trouve toujours pas ça nul 6 mois après. Bon, c'est que il faut l'évacuer. Et l'évacuer, le meilleur moyen, c'est de faire un livre avec, parce que voilà, comme ça, je pense que c'est le temps tue les mauvaises idées et fait émerger celles qui sont pas forcément des bonnes idées, mais vu que la temporalité d'une bande dessinée, c'est que c'est un travail très 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 long, au moins c'est la garantie que ce sujet ne va pas me saouler page 8. Ouais, d'accord. Parce qu'il faut être sûr de son coup quand même. Parce que si je me dis, pour moi c'est vraiment comme si c'était une blague et que tu dis, elle est trop marrante ma blague. Tu dis, est-ce qu'elle est marrante au point que tu te sens de la raconter tous les jours pendant 2 ans, parce que sinon ça va être chiant. Et ben c'est pareil. Quand tu te dis, je crois que mon scénario est super et j'adore mon perso, tu fais, au point de passer toutes tes journées avec, vraiment. Et si le crash test des 30 premières pages, quoi. Si au bout de 20 pages, tu dis, putain, j'en peux plus de dessiner ce connard. Pardon pour la grossièreté. Parce que tu travailles seul, donc t'es grossier. Et ben, c'est que voilà, c'est pas grave, il faut laisser tomber. Et justement, vu que les projets sont longs, est-ce que, longs à réaliser, pour la plupart, est-ce que l'environnement créatif, ce que font les autres auteurs et autrices autour de toi, tu le regardes un petit peu avec attention pour être sûr de pas être sur les mêmes problématiques, ou au contraire tu t'éloignes, t'essaies de pas te tenir au courant? Comment tu fais pour parce que les idées sont étant un peu dans l'air, tout le monde arrive dessus, toi tu t'en occupes pas, tu fais tes bails dans ton coin? Et puis en plus de ça, à moins de faire un guide, tu vois, ou un truc vraiment factuel, je pense que tu peux pas faire de livres qui se ressemblent. Sinon, tu diras, d'accord, super, c'est des histoires de personnages à qui il arrive des trucs. Comme moi. Tu vois, bon, je me dis que, ok, la BD qui raconte des trucs, il y en a vraiment plein, et moi, j'en lis énormément,
Et parce que ça me nourrit comme lectrice, quoi. Et j'arrive assez bien à cloisonner et à jamais me dire j'ai la même scène dans mon livre, tu vois. Mais c'est aussi parce que, en fait, la phase pendant laquelle je réfléchis à l'histoire et toutes les questions que tu peux imaginer, elles arrivent pendant une période très très courte. Et une fois que je me suis mis un feu vert sur c'est bon, j'ai mon histoire, j'ai mon découpage, j'ai tout ça, je réfléchis plus, en fait, du tout. Et j'exécute pendant 1 an sans jamais réfléchir, quoi. Et c'est hyper important de plus réfléchir à cette phase-là, parce que sinon, on va tout le temps revenir sur ce qu'on s'était dit il y a 6 mois. Or, on avait raison de l'avoir fait comme ça il y a 6 mois. Moi, c'est comme ça que je bosse. Hein. C'est que même quand je reprends mon storyboard et que j'ai envie de changer un dialogue ou un sourcil, je me dis, non, vraiment, fais confiance à ton toi d'il y a 6 mois. T'étais dedans à ce moment-là. Là, tu l'es plus. Donc, contente-toi de faire tes dessins, de pas foirer tes couleurs, et écoute tes podcasts en dessinant, et tu mets ton cerveau en off. Donc, le moment de réflexion, il est très court, en fait. Donc, ça fait qu'après, je peux lire des BD pendant tout ce temps-là et pas du tout me dire... pas avoir de lien avec ce que je fais. Okay. Et je pense que c'est... J'imagine qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais je pense qu'on a l'œil qui vieillit quand même très vite si on regarde pas ce qui se fait autour de soi, quoi. C'est une posture que j'ai toujours trouvée hyper étonnante, et je connais différents artistes dans différents domaines artistiques qui se targuent de rien avoir vu de ce qui se fait ces 20 dernières années. Des noms, on veut des noms. Je me les garde, mais voilà, et qui disent oh là, tu sais, moi ça m'intéresse plus, je regarde plus tout ça. Et j'ai toujours trouvé ça toujours un petit peu étonnant quand même, de se dire mais du coup ok, donc t'es vraiment 100% sur tes acquis depuis 20 ans, tu sais absolument pas ce qui se fait, d'autant que c'est se priver d'un truc cool, parce que par exemple dans la BD, ce qui se fait ces 10 dernières années est quand même assez incroyable, donc c'est bizarre d'être voilà, c'est pas non plus c'est pas Keblo sur les tuniques bleues, mais tu vois, des gens qui sont quand même un peu je sais pas, j'ai l'impression que tout ça c'est depuis 15 ans. Waouh, c'est chaud, parce que c'est vraiment passé plein de trucs ces 15 dernières années en BD, mais donc moi ça me nourrit pas mal. D'accord. En tout cas, tu as une méthode qui est assez claire, quoi, quand même, dans ton processus de travail. C'est quoi qu'il arrive, d'abord l'idée, on ponce l'idée, on la documente, etc. à fond, et après la réal. Il y a un moment où il y a des phases qui sont un peu plus bordéliques, où tu as des idées formelles, des envies de matière visuelle, qui vont influencer, qui vont modifier un peu ton sujet, où lui, le sujet de départ, il est verrouillé, il est hermétique. Et après, c'est rarement un sujet, parce que tu vois, c'est un bien grand mot, quoi. C'est plutôt une histoire, et c'est des personnages, parce que la BD, c'est surtout porté par les personnages. Donc, je vais surtout réfléchir longtemps à ces gens-là. Je réfléchis à comment ils se tiennent, comment ils parlent, jusqu'à ce qu'ils existent vraiment dans ma tête. Et en général, quand je commence à les dessiner, ils ont pas du tout la vraie gueule qu'ils auront dans le livre à la fin, parce que leur vrai... C'est même pas leur visage, mais leur vraie façon de se tenir, de boire un café, de parler, tout ça, elle va exister que quand ça fait 150 pages que je les dessine. Donc en fait, je fais de toute façon toujours mon livre pour de faux avant, au crayon à papier, un peu rapidos, mais avec mon découpage final qui bougera plus, mes cadrages, mes dialogues, tout est def, mais c'est en pas très beau, on va dire. Et en général, du coup, c'est là où j'ai passé 150 ou 200 pages avec une personne, qui fait qu'à la fin je la connais, mais vraiment je peux tout te dire d'elle sur comment elle tousse, tu vois, parce que j'aurais tout exploré pendant 200 pages, ce qui fait que quand je vais attaquer la phase et maintenant je dessine pour de bon, en définitif, c'est easy peasy, c'est que vraiment je me demande plus, parce qu'une des difficultés en bande dessinée, ça va paraître hyper trivial comme élément, c'est que les personnages aient la même tête sur toutes les cases. Voilà, c'est difficile en fait. Alors souvent ils ont des cheveux et des vêtements qui fait qu'on les reconnaît, mais donc, il faut que ce soit la même personne, et il faut que cette question-là, la question de est-ce qu'elle a bien toujours la même tête, ne te paralyse pas dans le jeu d'acteur non plus, c'est-à-dire, oui, il faut qu'on la reconnaisse, mais il faut aussi qu'elle ait une façon d'avoir un visage en colère, d'avoir un visage triste, et que ta poupée reste maniable. C'est-à-dire, il faut que ce soit pas un visage figé, parce que tu t'es dit, oui, mais moi, le nez, je le fais toujours de profil parce que je sais pas comment est son nez de l'autre côté, tu vois. À un moment, il faut que ce soit des acteurs qui restent vivants et qui arrivent à transmettre des émotions. Donc, pour ça, il faut que tu les connaisses comme des vraies personnes. Alors, moi, je me sers dans ma tête de gens que je connais vraiment. C'est ma technique un peu bidon, mais non, parce que ça marche. C'est dès le début, je me dis, ok, lui, c'est le serveur du café en bas. Voilà, pour moi, c'est lui. Comme ça, c'est plié. Comme ça, quand je me dis, comment il rigole? Ouais, ok, c'est bon. Comment ça fait quand il est de 3/4 et que, ok, c'est bon. Et je fais ça pour tous mes livres. Je prends des gens que je connais, même de vue. Et ça me fait des petites Barbies pour faire mon histoire après, quoi.
Ça fait un premier squelette. Parce que j'aime pas. Alors, voilà en quoi ça me. Il y a quand même une perméabilité entre ce que je lis et ce que je fais. Je suis hyper critique des trucs que j'aime pas dans certaines BD et après je reste vigilante à ne pas le faire. BD de qui, par exemple? Je sais pas. Pardon. C'est plutôt en général BD de qui, BD de gens, non, je vais en lire qu'une, quoi. Okay. Tu vois, où je vais me faire yes, super, non, je me suis toujours pas de nom. Toujours pas de nom, non. Et souvent c'est le manque de caractérisation des personnages où du coup je ne suis pas montée à bord du train. Voilà, c'est que je me dis ces personnages, je m'en fous de ce qui leur arrive en fait, je m'en fous. J'ai zéro empathie, je suis pas triste quand ils sont tristes. C'est mal incarné, ça marche pas, ça prend pas. Et disons que moi, je suis peu sensible, par exemple, au réalisme du dessin. C'est pas un truc qui me transcende particulièrement. Et je vais oublier très vite une BD si le point fort de cette BD était une grande double page avec un très beau décor. Je vais me dire, c'est joli, mais ça va pas me hanter après pendant des années, quoi. Donc je me dis, il faut bosser les personnages, quoi. Voilà. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce que ça, c'est vraiment clairement, directement de ce que je lis à ce que je dessine, quoi. C'est me dire, si toi, ça te fait chier quand tu le lis, fais un effort quand tu le dessines, quoi. C'est sûr. Ok. Est-ce qu'on peut parler du coup de ta présence sur les réseaux et justement de l'importance des réseaux sociaux, enfin l'importance que les réseaux sociaux peuvent avoir pour toi. Justement, tu disais Instagram ou Facebook, je sais plus. Sachant que ça commence peut être avec ton blog qui oui. est déjà un premier. Moi, je viens de là. Premier grosse brique des anciens de visibilité. Ah ouais, c'était pas les réseaux sociaux, mais c'était les réseaux sociaux de l'époque, les blogs, BD. Donc ça c'était, c'est quand même ça a tout changé parce que il y avait cette immédiateté de je dessine un truc et 3 secondes après des gens me disent ce qu'ils en pensent. Donc ça c'est quand même par rapport à j'ai une idée et dans 2 ans ce sera en librairie et à une dédicace les gens me diront ce qu'ils en pensent. Il y a quand même un truc plus immédiat et plus cool. Et il y avait aussi je sais pas quel est le vrai mot, il y avait un côté c'est pas grave, c'est-à-dire un livre pour moi c'est hyper grave parce que même dans 30 ans s'il y a une page que j'ai chiée parce que j'avais la flemme, dans 20 ans je la verrai, je me dirai toujours c'est la page que t'as chiée parce que t'avais la flemme, ça se voit, et j'oublierai jamais, alors que vraiment poster une image sur internet on s'en fout, c'est-à-dire elle existera toujours, mais on va pas non plus passer 2 heures à bosser sur un truc. Ça a pas tout à fait le même poids qu'un ouvrage entier, relié, imprimé, oui, c'est ça. etc. Même si c'est vrai et faux, parce que un post sur Insta, par exemple, il est vu, il est partagé, etc. Donc il faut quand même se prendre un peu la tête aussi. Ce qui d'ailleurs, je trouve c'est intéressant comme ça. C'est en ça que c'est très différent des blogs aussi, quoi. Les blogs, on s'en foutait. Instagram, il y a une question d'argent derrière, c'est qu'il faut que ça marche en fait. Je parle pas de moi parce que je me sers pas d'Instagram comme un endroit où je publie des choses, mais là, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices de BD que je suis qui publient quasiment que sur Instagram, qui font des strips et qui ont des énormes communautés que j'adore et dont j'adore le boulot. C'est vraiment un boulot qui est fait pour Instagram, c'est-à-dire c'est des slides, c'est carré, ça fait moins de 10 images, il y a pas de tétons, enfin c'est penser Instagram, ce qui est à la fois, on peut déplorer un peu côté un peu Francis Cabrel et se dire voilà, maintenant les jeunes ils font que des trucs pour Instagram. Ouais, mais bon, ok, c'est un cadre et ça permet il y a tellement de dessinateurs et de dessinatrices que je connais que comme ça. Sinon il aurait fallu attendre qu'ils soient publiés pour que j'ai une chance de tomber dessus. C'est cool quand même. Après, ils n'en vivent pas puisqu'on ne peut pas payer son loyer avec des likes, comme on dit, mais... attention, petit message de... À 16h, la BPI organise un atelier informatique gratuit intitulé « J'apprends à détecter les emails frauduleux ». Oh. Cet atelier s'adresse à des personnes ayant une boîte mail et souhaitant apprendre à identifier on est vraiment dans le thème. tentatives d'arnaque en ligne. Rendez-vous dès maintenant au bureau 3 économie technique, situé au niveau 3 de la bibliothèque, pour vous inscrire. Il y a un flow incroyable. Et puis je trouve que ça complète bien ton introduction de la BPI au début de l'enregistrement. Est-ce que ta présence sur le net, du coup, a une incidence sur ton succès en librairie? Est-ce que tu penses que c'est le même public qui est aux deux? Parce que moi, j'ai suivi un peu la Bonne Auberge,
vois, je sais pas, je me demandais si c'était les mêmes personnes, si ton public était aux deux endroits, quoi. Tu veux dire sur La Bonne Auberge? Ouais. Si mes lecteurs regardent La Bonne Auberge. Ouais. Écoute, c'est arrivé plusieurs fois récemment que des gens dans la rue me disent « Excusez-moi, vous êtes Cord Murphy dans La Bonne Auberge, non ?» Et je me suis dit « Ça y est, les gens, ils me reconnaissent pour ça. Et pas pour mes livres, c'est fou. » Ça m'a fait trop plaisir. Alors ça, je sais pas. En revanche, pour ce qui est de mon Insta personnel, c'est sûr que c'est des lectrices à moi. Enfin, personne ne se dit « Ah, j'avais pas du tout percuté qu'elle faisait de la BD, en fait. » Je pense qu'il y a il y a un vrai truc entre les deux. Je trouve que c'est un super outil pour dire hey, j'ai sorti un livre, pour dire hey, je serai en dédicace à tel endroit. En fait, on a totalement supplanté la communication faite par d'autres gens que nous. Tu vois, par exemple, une fois, une librairie me disait ah oui, mais nous, tu sais, quand on reçoit des auteurs en dédicace, on fait ça bien. On communique beaucoup sur sa venue pour que nos clients soient au courant. Je me dis c'est fou de penser ça parce qu'en BD, c'est nous qui ramenons les gens en fait, parce qu'on dit hey, je serai à tel endroit à telle heure et les gens viennent. Parce que ça a aussi créé ça quand même. C'est un truc plus direct entre les gens qui te suivent. Alors pour te faire connaître, ça vaut ce que ça vaut, mais pour les gens qui te connaissent déjà, c'est c'est un bon média. Oui, c'est un média hyper rapide. Après, moi, je poste assez peu de choses sur le travail. Je poste surtout des photos de mon chat. Et en ce moment... Mais c'est conscient aussi dans l'idée d'entretenir un lien avec une communauté pour que justement, quand tu vas dire... les gens, je serai en dédicace à tel endroit, donc venez pour avoir plus d'engagement. Tu sens que c'est une nécessité de nourrir quand même ce réseau. Je pense que je suis pas du tout un bon exemple de ça, parce que je m'en sers pas je m'en sers pas de cette façon-là. Mais c'est sûr que sinon, dans l'absolu, oui, ça sert à ça. Mais bah oui, ça sert à avoir une existence même en dehors des moments où tu fais des livres. Ça sert mais par exemple, tu vois, je connais pas mal de dessinatrices pour qui Instagram est devenu un cauchemar parce que il faut poster pour continuer à être visible à cause de l'algorithme d'Insta. Enfin, je pense que tout le monde en a vu passer des posts où les gens disent je suis désolée de vous demander ça, mais est-ce que vous pouvez commenter et liker parce qu'il faut que mon post remonte parce que sinon Insta me fait disparaître. Or, c'est vraiment vital qu'on voit mon travail. C'est la seule vitrine. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est quand même c'est quand même piégeux, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui. Bah, ouais. Donc, c'est pour ça que je suis pas hyper bien placée pour parler de ça, quoi. Mais moi, je m'en sers comme si c'était mes amis qui étaient sur Instagram, sauf que je les connais pas et que du coup, je parle comme si je parlais toute seule, quoi. Donc, c'est aussi parce que sinon je parle à mon chat. Vraiment. Donc quand j'ai envie de dire, donc vous avez vu le débat, voilà. Avant j'avais Twitter, et puis maintenant j'avais plus qu'Insta. Donc les pauvres gens qui me suivent sur Insta, vraiment on dirait une personne folle qui parle seule. Donc voilà. Et parfois je trouve que j'ai un bouquet de fleurs qui est vraiment trop beau, et donc je poste une photo de mes fleurs. J'ai vraiment une petite daronne d'Instagram. Donc mais je me sers d'Instagram plus pour regarder des trucs que pour poster, parce que pour le coup mon feed n'est vraiment constitué que de choses très très belles, parce que j'ai une petite liste aux petits oignons de créatrices et de créateurs que je suis qui font des choses magnifiques. Donc c'est trop beau et c'est un bonbon, quoi. Vraiment, quand tu fais dérouler que des très belles choses, quand même ça nourrit pas juste pour pouvoir créer des belles choses après, même en tant que personne, quoi. C'est trop agréable de regarder des belles images. Donc c'est pas à vous que je veux dire ça, hein, vous savez. Ça doit être un truc qui est un peu un mélange de tout ça, tu vois, du fait d'avoir... j'ai des réseaux sociaux qui sont vachement suivis, quand même. Notamment, je pense, parce que je poste pas que des trucs de BD. Que du coup, ça... Mais c'est pas une stratégie, c'est juste que ça... Sinon, je fais un livre tous les 3 ans, là. Tu es aussi hyper partagé, aussi. Partagé. Oui, t'as beaucoup de gens qui relaient. Ah oui, d'accord, je suis que tu te parlais de moi. Genre, je suis partagée. J'hésite. Ok, je suis partagée. C'est pas le moment d'hésiter. Hein. Ouais, non, c'est vrai, d'accord. Ok. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, je pense que ça date. Il y a aussi, tu vois, quand je suis en dédicace, par exemple, et que du coup, je rencontre en vrai les vraies personnes qui achètent mes livres, c'est assez rare que ce soit la première fois qu'elles viennent.
c'est que souvent c'est souvent des femmes qui ont souvent mon âge et qui me disent quand j'étais étudiante avec mes potes, on s'envoyait les dessins de ton blog et tout. C'est aussi que c'est des meufs qui ont mon âge et on a un peu grandi ensemble. Je sais que c'est dur de dire ça, mais et qui il y en a plein qui du coup font lire culottés à leurs enfants et voilà. Donc il y a un truc aussi de je pense que c'est pas que enfin je trouve pas un mot. Je trouve qu'incarner c'est hyper pompeux, donc c'est pas ça que je veux dire. Mais au-delà, je pense que les gens qui aiment bien mes livres, par exemple mes lectrices, elles aiment bien mes livres, mais elles aiment bien le fait qu'elles aimaient aussi celui d'avant et que il y a un truc un peu. Il y a une fidélité. Il y a une fidélité, ça c'est clair, vraiment. Et elles viennent en général en dédicace avec le dernier livre que je fais pour le signer, et elles sortent. Parfois même couvert avec du plastique, un bouquin un peu vieux, tout ça. Elles disent celui-là, j'ai tellement prêté, ça fait 15 ans que je l'ai et tout. Et moi, ça me touche de fou à chaque fois. Et j'ai trop de chance parce que pour en avoir parlé avec des auteurs, d'autres auteurs de BD, en général, les gens aiment leurs livres. Vraiment, tu vois, même les hardcore fans d'un auteur de BD, ils adorent ses livres, mais ils s'en foutent un peu du mec. C'est pas un métier où on aime les gens particulièrement. Moi, mes lectrices, on a un truc où elles me disaient comment va ton chat et ça, c'est vraiment des restes de mon blog, je pense. C'est que dès le début, la couleur que j'ai annoncée, c'est je vous raconte des histoires de j'ai plus de lumière dans mes toilettes. C'est-à-dire que je crée une forme de proximité quand même avec les gens en disant ça. Et ça fait que, au fur et à mesure, quand je vieillis et qu'elle aussi avec moi, c'est cool. On a souvent des trucs à se dire. Enfin, mes dédicaces, c'est des moments vraiment cool. C'est pas le fait qu'il y ait je sais qu'il y a des auteurs pour qui la dédicace, c'est vraiment, il y a même des gens qui font un tampon, en fait. Parce que ça les fait super chier, en fait. Moi, c'est cool. Je vois des meufs, en général, qui ont mon âge. Donc, c'est sympa. Peut-être que c'est ça. Est-ce que tu as une galerie où tu présentes, où tu vends des dessins, des tirages Est-ce que tu es représenté en galerie? Alors oui, si. Attends, j'allais dire pas du tout, mais si. J'ai des dessins dans une galerie Barbier dans le 9e, qui sont toujours les mêmes trucs, qui sont les originaux de ma seule BD que j'ai faite sur papier, à savoir California Dreaming. Donc, parce que j'ai pas d'originaux. Moi, je suis le cauchemar des galeristes, en fait. J'ai que des tifs. Donc, tu pourrais faire des sérigraphies ou des choses comme ça. J'ai la flemme à fond de faire ça. Il faudrait que en fait, non. Je veux dire, il faudrait que je m'y mette, mais non, il faudrait pas du tout que je m'y mette. En plus, non. Vraiment pas. Non. Donc, j'ai pas de... Non. Mais il y a certaines pages de California Dreaming qui sont... à vendre chez ce galeriste si vous rêvez d'avoir un original à moi. Voilà. Mais sinon, non. J'aimerais bien. À chaque fois que je fais une BD, je me dis allez, celle-là, je la fais papier. C'est parti. Je vais faire, par exemple, la BD que je suis en train de faire en ce moment. Pendant un mois, je me suis dit, je vais la faire à l'aquarelle. Et donc, il faut savoir que je n'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie. Et donc, je suis allée acheter de l'aquarelle et des petits papiers. Je me suis dit, je vais apprendre, c'est pas grave. Et donc, au bout d'un mois, je me suis dit, non, je vais la faire sur Procreate, en fait, avec un petit effet aquarelle. Mais j'étais vraiment partie pour la faire à l'aquarelle et au crayon. Et donc, je m'étais fait un bureau de vrai artiste. J'avais des crayons, des trucs, j'étais trop contente. Ça, on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu as un atelier? Est-ce que tu travailles tout de chez toi? Dans mon salon derrière mon canapé, face à la télé. Ouais. Et So much pour le mythe. Ouais, non, c'est parfait. En face de la télé, parce que souvent je mets des séries pendant que je dessine, parce que c'est long. Donc je me mets des séries sur ma grande télé. Ouais. Putain, ça peut pas être ça le mot de la fin, c'est vraiment trop nul. Putain, que je bosse devant la... Moi, je bosse devant la télé. Eh bien, Pénélope Bagieux, merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler aux artistes. Des longs tunnels de solitude devant la télé. Attends, mais j'en ai peut-être une question. T'as pas un truc qui me donne l'air un peu plus artiste? Est-ce que pour toi, l'aspect réseautage est important? Est-ce que tu participes à des vernissages et tu vas serrer des mains? Tu rencontres des nouvelles personnes? Des festivals? Pas trop. Où tu sens qu'il est vraiment nécessaire d'aller? Non, je vais pas trop en festival. J'aime pas trop. C'est pas beaucoup mieux là. J'aime pas trop partir de chez moi. J'aime bien aller à Angoulême parce que on voit tout le monde. C'est fait. On a vu tout le monde d'un coup. C'est rigolo. Et qu'est-ce que tu deviens? Et alors, à quel âge ton fils? Voilà. Mais à part ça, j'aime pas trop ne pas être chez moi. Et donc, j'aime bien les trucs où on a la possibilité de, même en rentrant très tard, dormir chez soi après. Voilà.
Mais ça, c'est parce que je suis âgée. Je pense que du coup, je me dis, moi, je veux finir dans mon lit le soir avec mon chat. J'ai pas du tout envie d'aller dormir, je sais pas où, ça me fait chier. Mais peut-être que dans le passé, j'ai été un peu plus déglingue que ça, mais c'est vrai que plus du tout. Donc c'est pas non plus sur ça que je vais finir de manière. Bon, en tout cas, c'est vraiment, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là, Pénélope Bagieux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez toutes les informations et actualités de Pénélope sur son Instagram @PénélopeB. Un grand merci au Centre Pompidou qui nous a accueillis et nous a soutenus pour toute cette saison de Sans Titre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram @sanstitre.cast, mais également sur YouTube, Spotify et TikTok. Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie. Merci également à Olivier Schloberg pour le générique. À bientôt, bisous.